bienvenue sur cette réunion de restitution auquel vous avez répondu nombreux, très nombreux. L'idée, c'est de pouvoir profiter de cet après-midi pour vous restituer une campagne régionale qui a été réalisée sur le premier semestre 2019 avec plus de 80 structures autour de l'évaluation de la mise en œuvre des projets personnalisés. L'idée étant de ce projet personnalisé, de bien entendu de favoriser l'expression et la participation de l'usager sur son projet de vie au cours de son parcours au sein de l'établissement. Alors nous sommes sur le chemin du projet personnalisé en région Pays de la Loire, mais on a vu une certaine évolution, notamment au niveau des premiers contacts auprès des usagers et puis la mise en œuvre du projet personnalisé dans les établissements. Par contre, il reste encore des points d'amélioration, notamment sur la mise en œuvre du projet personnalisé dans ses objectifs concrets et sa réévaluation à 1 an auprès des usagers. L'objectif finalement principal de cette évaluation était bien de faire un premier état des lieux de la mise en œuvre du projet personnalisé pour chaque entité participante. Concrètement, cette évaluation était proposée sur 2 volets. Donc un premier volet qui était plus le diagnostic organisationnel, donc à un niveau établissement finalement, pour lequel donc, le but était de réaliser un premier état des lieux sur la démarche institutionnelle, vraiment. Puis ensuite venait un second volet qui lui était plus l'aspect opérationnel, c'est-à-dire le volet audit sur dossier. Donc en gros, c'était de voir si justement la démarche institutionnelle du projet personnalisé était bien réellement mise en œuvre depuis plus de 12 mois. L'information, je pense qu'elle est quand même donnée partout, puisque depuis 2002, ça fait 17 ans qu'on parle de l'usager-acteur. Ce qui est plus difficile, c'est la question de la compréhension et de l'accessibilité de cette information aux résidents. Auprès des usagers, il y a encore un petit delta à mettre sur l'information de l'usager dans la démarche, que ça soit dès le début de la prise en charge jusqu'à la mise en œuvre du projet personnalisé. Les enseignements sont déjà positifs. Les établissements travaillent sur le projet personnalisé. On a 87% des projets personnalisés qui sont mis en œuvre dans les établissements. Par contre, on le voit qu'au niveau de l'organisation, il y a encore des améliorations à mettre, notamment sur des suivis d'indicateurs pour permettre de réévaluer ces projets en interne. Et en ayant échangé avec quelques établissements, il y a eu des outils qui ont pu être mis en place parce qu'au début, on n'arrivait pas à réévaluer. Et le fait d'avoir un outil de suivi, ça peut nous permettre d'avancer sur la démarche. Sur les indicateurs de suivi et les outils de suivi, ce serait dommage de devoir ajouter d'autres types d'outils, style tableur Excel ou autre, c'est-à-dire un outil distinct du logiciel du dossier électronique de l'usager. Nous, on organise ce qu'on appelle des bilans semestriels pour faire à 6 mois en fait, une première évaluation de façon à être au plus près des évolutions et de réajuster les objectifs fixés. La question de la réévaluation du projet personnalisé, elle n'est pas forcément inscrite dans les organisations. Comment on peut favoriser dans nos organisations de façon annuelle ou périodique cette réévaluation des projets personnalisés? Et ça, c'est une vraie question en termes d'organisation, parce que ça nécessite de faire bouger notre mode de fonctionnement autour de l'accompagnement de la personne au sein de la structure. Quand on a des jeunes en IME, on parle souvent de projets d'accompagnement. Parce que c'est un peu ambitieux de parler d'un projet de vie avec plutôt l'idée qu'on est sur un projet à l'année. Et je pense que la difficulté tient vraiment au fait qu'on veut justement être dans cette dynamique de projet de vie, alors que si on veut évaluer, il faut être réaliste sur ce qu'on va pouvoir évaluer à 1 an. On était loin parfois d'une réalité liée aux résidents. Quand je reprenais les projets pour faire les évaluations, et on me dit ce monsieur, il adore le cheval. Ah oui, et tous les ans, il va au concours hippique. D'accord. Et c'est où dans son projet? Ah non, ça n'aidait pas. Alors, c'est dommage, parce que c'est là où on a des éléments à quantifier au regard de ce que souhaite le président. Pour ce volet 2, donc, c'était l'audit sur dossier, comme on vous l'a dit. Et donc, avec nos 88 établissements, donc, on a pu rassembler un total au niveau régional de près de 2000 dossiers
Donc, ce qui constitue quand même une base assez intéressante pour en ressortir des critères. Déjà, c'est structuré. La démarche du projet personnalisé, donc c'est déjà quand même un élément plutôt positif. Et on définit des objectifs du projet personnalisé. Et puis dans la grande majorité des cas, la notion du référent, elle est présente. C'est fait, mais c'est pas toujours super bien tracé et formalisé. Et c'est quand même dommage pour les équipes. L'étape de mise en œuvre des projets personnalisés, effectivement, elle est effective dans le projet personnalisé. Mais on voit bien que partager au-delà de la sphère de ceux qui ont co-construit le projet personnalisé, ce n'est pas toujours très simple. Et il y a quand même un sujet essentiel, c'est qu'on parle de projet personnalisé. Naturellement, la co-construction, elle ne devrait même pas être soulevée. Et pourtant, ce n'est pas si simple que ça. Une co-construction d'un projet qui demande une réévaluation annuelle quand vous travaillez avec d'autres structures qui sont les organismes de tutelle, ça devient quand même très compliqué. Et du coup, la co-construction, oui. La réévaluation co-construite avec diverses personnes qui sont à l'extérieur de l'établissement, c'est parfois très complexe. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui ont une mise en œuvre du projet personnalisé, une co-évaluation du projet personnalisé réussi, c'est ceux qui, dans le diagnostic organisationnel, notamment sur la partie 2, étaient bons. Comment sont nés ces deux outils? Ils sont nés de deux groupes de travail en 2013 et en 2015 qui ont été animés par Élise Merlet-Dufay au niveau des EHPAD et du handicap. Donc en fait, ce guide, il se décline sous deux volets. Le plan, en fait, il est le même, mais c'est les outils associés et les étapes qui sont remis en fonction du secteur d'activité. On a retravaillé sur les 4 étapes en fait, du projet personnalisé. Et en fait, là, je vous ai remis sur la co-construction les étapes. Donc, à chaque fois, on a mis quoi, quand, comment, qui et les outils associés. Et ça permet en fait de définir notre organisation en interne et puis de travailler sur la démarche du projet personnalisé. Et l'important de cet outil-là, c'est que vous vous saisissiez en fait de ces éléments-là en équipe pour essayer d'alimenter votre pratique. Ces outils, donc, comme je vous disais, ont été créés suite au groupe régional par rapport à la satisfaction des résidents patients en EHPAD SLD. Donc cet outil a été développé suite à un groupe de travail régional donc avec nos adhérents, dans le sens où on avait développé une enquête de satisfaction pour les résidents donc en EHPAD SLD. Mais en fait, ce qui s'est avéré, c'est que cette enquête ne pouvait être distribuée à un certain nombre de résidents. Donc en fait, on a souhaité pouvoir développer des outils pour pouvoir évaluer la satisfaction des résidents dits non communicants. Et au final, on est arrivé à un outil qui permet d'évaluer le niveau de confort bien-être des résidents dits non communicants en EHPAD USLD à partir de différentes situations. Pour moi, c'est sûr qu'ils communiquent. Ils communiquent non verbalement, mais ils communiquent quand même. Est-ce que votre outil, on pourrait aller jusqu'à dire qu'on commence déjà à être dans le recueil de la communication non verbale du résident qui ne s'exprime pas verbalement ? Non, je ne peux pas vous dire qu'on peut mesurer la satisfaction des résidents non communicants avec ces outils-là. Par contre, ça permet de se recentrer sur le besoin de la personne et de se dire qu'est-ce que je vois chez cette personne, qu'est-ce que je peux me questionner dans l'environnement, par exemple. Est-ce que, je sais pas, les néons, ils sont un petit peu trop forts, ils viennent d'être changés. Il y a tous ces paramètres-là qui sont questionnés. On voulait vous présenter des ressources outils que propose la Haute Autorité de Santé et qui méritent, je pense, notre attention. L'idée de ce projet, c'est de faire le trait d'union entre le parcours de l'usager et son projet personnalisé en structure médico-sociale vers les soins primaires ou les soins en structure type établissement de santé. Il a été pensé pour être utilisable sur des profils d'usagers plutôt en situation complexe. Personnes âgées, personnes handicapées, maladies chroniques. Et ce PPCS, il est à destination de tout profil de professionnels. L'idée étant d'aider les professionnels à planifier, à personnaliser la prise en charge de soins ou d'accompagnement et par une analyse concertée, donc qui ne se fait pas forcément en temps réel, mais en prenant appui sur cet outil qui est le PPCS.
Donc cette proposition qui est faite par la Haute Autorité de Santé, elle est vraiment nourrie à la fois de l'analyse documentaire, mais aussi d'expériences terrain qu'ils ont pu mobiliser, notamment dans le cadre de l'expérience PAERPA. Pour eux, in fine, un usager qui a un PPCS n'a plus besoin de projet personnalisé à proprement dit. En tout cas, le PPCS peut devenir le projet personnalisé qu'il suit tout au long de son parcours. En tout cas, merci à tous de votre participation. Merci à l'équipe de Calirel de sa mobilisation. Et puis à très bientôt.